priorité à cet instant où nous parlons à presque 22 heures, c'est de suivre le nouveau président de la République. Et on est en ligne avec Guillaume Darec qui se trouve à quelques centimètres de la voiture. Vous êtes sur la moto de France 2, Guillaume. Racontez-nous ce que vous voyez. Eh bien effectivement Léa, on se trouve juste derrière le véhicule du nouveau président de la République à 5 ou 6 mètres. Vous voyez ces images, pour ceux qui connaissent Paris, on est en train de remonter la rue de Vaugirard. On va arriver sur Montparnasse. Il y a évidemment énormément de caméras autour de la voiture du nouveau président, énormément de sécurité aussi avec la police que vous découvrez sur ces images. Il y a un certain nombre de Français qu'on a pu croiser aussi sur le bord de la route qui étaient là en train d'applaudir, de clamer Macron président, Macron président. Il est en train de prendre, vous le voyez, ce boulevard du Montparnasse pour rejoindre le Louvre. Je vous retrouve dans un instant, Léa. On va évidemment essayer de s'approcher de lui, mais c'est pas évident. À tout à l'heure, Guillaume. Christian Estrosi, pour être clair, et on ne parle pas forcément d'un poste ministériel, on parle simplement d'une prise de position. Vous vous dites, oui, je suis prêt à m'engager avant les législatives, tout en restant dans ma famille avec Emmanuel Macron. Je dis que les législatives ne peuvent pas être une revanche. Tirons les conséquences d'abord de notre échec. Je le réclame depuis 2 bureaux politiques, je n'y suis pas parvenu pour l'instant. C'est pas du tout ce que dit François Baron, qui était à votre place il y a quelques instants. Il ne le voit pas du tout comme ça. Ne comptez pas sur moi pour être ce soir, dans ma famille politique, un diviseur. Mais j'appelle chacun à ne pas avoir cette attitude. Lorsque j'entends parler d'exclusion à l'égard d'un tel ou d'un tel, j'ai entendu prononcer le nom de Bruno Le Maire tout à l'heure. Je rappelle que la première chose qu'il faut savoir faire, c'est de rassembler et de ne pas utiliser des mots comme ceci. C'est le premier mot à prononcer, rassembler. Je rappelle simplement que nous avons connu et commis un certain nombre d'erreurs au présidentiel. Il y a eu cette radicalisation, l'intervention d'un certain nombre de ceux qui se sont saisis de notre campagne. Et le constat, c'est que nous avons perdu. Et que si nous radicalisons notre campagne législative en lançant des anathèmes sur un tel ou un tel, je ne suis pas convaincu que... Vous n'êtes pas d'accord avec M. Barouin. Rachida Dati, quelle est votre position sur ce que dit M. Estrosi et sur ce qu'a dit François Barouin? En clair, on est dans l'opposition, on ne sera pas dans la majorité présidentielle, et qui s'acoquine avec Emmanuel Macron, en citant Bruno Le Maire notamment, eh bien, est exclu de fait des Républicains. D'abord, moi je reprends, c'est vrai que je disais tout à l'heure, moi je voulais féliciter Emmanuel Macron pour cette belle victoire. Enfin, ça ringardise une partie de la classe politique et les méthodes politiques. Il faut dire que quelqu'un qui a 39 ans, qui était inconnu il y a 3 ans, devient le président de la 5e puissance du monde, ça donne des leçons à ceux qui nous en donnent tous les jours, y compris dans nos partis, qui pensent être toujours le renouveau, toujours avoir la parole comme celle du Messie. On a vu le résultat, on n'est même pas au deuxième, on n'a pas été qualifié. Donc déjà, c'est quand même quelque chose qu'on se prend quand même en pleine figure. Ça doit aussi nous renvoyer à nos pratiques, à nos manières de faire de la politique et aussi à la manière de rassembler. La deuxième chose, là où je rejoins Christian Estrosi, c'est que cet échec, on n'était pas loin d'être qualifié, mais on a eu quand même beaucoup de boulets aux pieds. Le rassemblement dont parle Christian, il fallait y penser avant. On a été nombreux à appeler au rassemblement pour gagner cette élection présidentielle qui était pour nous quasi imperdable. On l'a perdue dans les conditions que tout le monde connaît. Donc tout le monde appelle au rassemblement, il fallait y penser avant. Voilà. Trop tard aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Il y a encore des législatives. Si on peut. Mais Christian Estrosi dit avant les législatives, on peut déjà tendre la main. On peut discuter tout ce qu'on veut. On peut discuter tout ce qu'on veut. On peut tendre la main sur des choses sur lesquelles on est d'accord. Mais on va quand même pas désespérer nos électeurs. On va pas désespérer, y compris ceux qui ont voté ou Front National ou même qui ont voté blanc. Enfin, Emmanuel Macron a 20 millions de voix. Il y en a quand même 15 qui ne sont pas pour lui. Donc on est quasi à 50-50. Donc il faut aussi pouvoir répondre à ces Français désespérés et de la politique et de leurs dirigeants. Alors, je voudrais qu'on entende Florian Philippot qui nous a rejoint. Marion Maréchal Le Pen, qui était en ligne avec nous il y a quelques instants, n'a pas caché sa déception sur le score de Marine Le Pen. Est-ce que vous partagez cette déception ? On préfère toujours gagner quand on part dans une élection. C'est tout à fait naturel. En même temps, on ne l'avait pas caché, on partait en challenger. Personne ne nous a jamais mis favori dans cette élection présidentielle. Moi, je félicite Marine Le Pen qui a fait une très belle campagne. Je félicite tous les militants, et bien évidemment, et je félicite M. Macron pour sa victoire. Maintenant, ce qui compte, c'est demain.
Voilà, on a fait 11 millions de voix, ce qui est tout à fait inédit. On avait fait déjà un record au premier tour, 7,7 millions. On vient de le battre allègrement au second tour, 11 millions. Bien écoutez, on se projette pour l'avenir. Et on est aujourd'hui la seule force crédible, structurée d'opposition, clairement. Et on va en avoir besoin, parce que le projet Macron, très honnêtement, d'abord c'est la continuité. Valls annonce qu'il sera dans une majorité présidentielle, c'est l'ancien Premier ministre de Hollande. Et moi, j'étais à côté de Bruno Le Maire tout à l'heure sur un autre plateau, on voit, il est déjà en marche, il est déjà complètement dans le mouvement de M. Macron, et c'est pas tout à fait le renouveau non plus, contrairement à ce qu'il croit. Vous êtes où, vous toujours au Front nous, on est dans National l'opposition. On a entendu un nouveau mouvement va se créer, comment il va s'appeler, avec qui, qu'est-ce que ça va être? Oui, Marine Le Pen a dit qu'il y aura une nouvelle force politique. Nous avons fait l'alliance patriote républicaine avec Nicolas Dupont-Aignan qui va continuer, qui va s'exprimer dans cette élection législative. Nous avons fait 11 millions de voix. Nous, on ne veut pas de la casse sociale. Nous, on ne veut pas de l'immigration qui va déferler. Nous, on ne veut pas d'une France sous tutelle de l'Union européenne encore plus, comme Macron nous le propose. Voilà, on a un vrai projet patriote alternatif. Maintenant, on est à peu près les seuls, parce que quand j'entends Mme Kosciusko-Morizet qui veut se faire élire là sous l'étiquette LR pour mieux rejoindre En Marche le lendemain de l'élection, ou d'autres qui ont déjà rejoint En Marche, je me dis que c'est simplement ce mouvement-là En Marche, c'est juste un recyclage des anciens politiques. Et c'est pas cela, le renouvellement. La fin du Front National tel qu'on le connaît, c'est une victoire de Florian Philippot et de la ligne qu'il défend depuis des années? Non, mais il n'y a pas de victoire ou quoi que ce soit. Il y a simplement l'idée que nous avons fait cette alliance historique avec Nicolas Dupont-Aignan, que c'est le moment. Nous avons battu notre record historique de nombre de voix et nous sommes là pour rassembler davantage avec une dynamique électorale qui est là. On veut créer cette force politique. Marine Le Pen l'a annoncé. Alors pour ceux qui connaissent Paris, regardez, on est rue de Rivoli, les arcades, souterrain. Attendez, c'est les arcades de la rue de Rivoli, on arrive au Louvre. Voilà, c'est le on va Louvre prendre le souterrain et on va gagner le Louvre, si je ne m'abuse. Non, vous abusez. À l'arrière du Louvre. Par l'arrière du Louvre. Guillaume Darey, vous êtes derrière ce convoi qui a des allures de chevaucher un peu folles, vu d'ici. Oui, absolument. Oui, absolument. Écoutez, Emmanuel Macron vient d'arriver ici, rue du Louvre. Il est passé juste derrière, vous voyez, et il vient d'entrer justement dans le Louvre. Il a remonté la rue de Rivoli. Ça s'est fait évidemment excessivement rapidement avec toute la police autour de lui. Les forces de sécurité qui essayent d'évacuer toute la rue et il va, vous le voyez peut-être au fond de cette image d'ailleurs, on voit la pyramide du Louvre. C'est là où il va s'exprimer d'ici quelques instants. Je remonte à moto et je vous redonne la parole. C'est bien vous donner le bon exemple, Guillaume. Gardez-le bien, votre casque, parce que ça a l'air un peu dangereux quand même, là, surtout sur les pavés. Et dans quelques instants, donc, on verra l'arrivée d'Emmanuel Macron sur cette scène du Louvre. Avec la pyramide. Avec la... Jeff Gutenberg nous parlait de 10 000 personnes, manifestement en liesse ce soir. Il y a une série de DJ qui se sont succédés. On a pu entendre quelques morceaux. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de chauffer la salle, comme on dit, mais voilà. Distingue pas. Qui sait? C'est un chauffeur de salle, David. Tout simplement. Je ne pense pas. En tout cas, c'est une question de minutes. Peut-être poser la question à Christophe Castaner. On nous parle d'un discours plus émotionnel après celui plus grave et plus fort peut-être qu'on a entendu. C'est ça qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire là à ses partisans, Emmanuel Macron? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous lui avez parlé? Oui, on s'est vu évidemment avant que la course des plateaux ne débute. Ce que je veux dire, c'est que la nécessité à la gravité, c'est de prendre conscience de la réalité de la France et des attentes et des exigences des Français. La meilleure réponse à apporter au Front National, à celles et ceux qui veulent reproduire le système des vieux appareils politiques, c'est d'apporter des réponses concrètes. Et donc nous connaissons la gravité, c'est pour ça que le premier discours était aussi marqué par cette gravité. Celui-ci le sera. C'est-à-dire que vous avez compris les erreurs du premier tour, pour faire simple? Non, nous avons compris la France, notamment à travers la Grande Marche, 100 000 personnes qui ont été rencontrées les Français. Et nous savions cette gravité de situation. Maintenant, il faut aller plus loin. Il nous faut réconcilier les Français, rassembler les Français, et c'est tout le sens du discours et de la démarche que nous devons faire. Et pour cela, il faut que les Français donnent une majorité à Emmanuel Macron pour porter ce projet politique. Christophe Castaner, un mot qui n'est pas de la politique. Quand vous voyez ces milliers de personnes au moins rassemblées au Louvre, quand vous réalisez ce qui est en train de se passer autour d'Emmanuel Macron et quand vous repensez à tous ces mois de combat, qu'est-ce que vous, au fond de vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Vous permettez une remarque personnelle. Nous avions une compagnonne de route, Corinne Herel, députée, qui est morte vendredi.
le moment où elle faisait le dernier meeting pour Emmanuel Macron. Et donc évidemment, avec Emmanuel cet après-midi, quand nous sommes retrouvés, nous avons pensé à elle, à ce chemin extraordinaire, à ce pari fou et à cette façon d'avoir accompagné cet homme qui avait deux intuitions. Celle de la nécessité de dépasser le jeu de la droite et la gauche et celle aussi de transformer, de renouveler notre classe politique. Et il faudra que nos premiers actes soient marqueurs de cela. Mais sincèrement, vous, Christophe Castaner, vous y avez toujours cru quand vous voyiez Emmanuel Macron habité par l'idée de son destin, vous y avez toujours cru? Je vais être honnête avec vous, non. Au début, je croyais à la nécessité de rompre dans le Parti socialiste ces deux lignes qui, au fond, ont toujours bloqué le système. Et de créer ce parti démocrate progressiste dont la France avait besoin. Je n'étais pas convaincu qu'Emmanuel Macron puisse gagner. Par contre, lui n'était pas non plus dans cette intention politique au départ, identique à la mienne, mais dans la volonté de construire pour la France un projet alternatif. Et il a fallu qu'il l'incarne, et il l'a incarné. Et il a réussi ce chemin extraordinaire que tous les pronostiqueurs, tous les vieux sages, tous les partis politiques avaient annoncé comme impossible. C'est effectivement une réussite, mais ça doit être une ambition, ça doit être une chance pour la France. Qu'est-ce qu'il avait, selon vous, qu'il connaissait bien, qu'est-ce qu'il avait de plus pour réussir là où d'autres, beaucoup d'autres, et on avait Ségolène Royal ou François Bayrou sur ce plateau avant, se sont cassés les dents? D'abord des intuitions extraordinaires, celles que j'ai évoquées sur le dépassement, mais aussi cette capacité à réconcilier les Français, à avoir une campagne positive, un discours positif. On l'a vu au premier tour. Quasiment tous les discours étaient des discours de critique, de réserve, de peur. Et certains font commerce des peurs. Lui, il proposait des solutions. Il sera demain le président des solutions. Il était avec nous au début de la soirée ici sur ce plateau. Il est là-bas sur l'esplanade, sur le parterre du Louvre. Laurent, où êtes-vous exactement, Laurent Delahousse, et que se passe-t-il autour de vous? Écoutez, on a pris un peu de hauteur. On est juste sur cette terrasse qui surplombe cette cour Napoléon ici. C'est le deuxième temps de la soirée d'Emmanuel Macron qui va débuter. Il va arriver, regardez, juste derrière moi. Il y a des projecteurs qui viennent de s'éclairer dans cette cour carrée. Va-t-il traverser cette cour pour arriver jusqu'à la tribune? On l'ignore pour le moment. Il y a eu ce discours empreint de gravité, comme vous venez de l'expliquer avec vos invités sur le plateau, qui est un discours extrêmement républicain. Et puis apparemment, Emmanuel Macron souhaite maintenant faire un discours, on va dire, plus de fête, accepter cette victoire et la vivre avec ses militants. Ils sont environ 15 000 sur l'esplanade, juste à ma gauche. Là, vous venez de les entendre et vous les voyez à l'image également. Emmanuel Macron qui doit arriver d'un instant à l'autre. Il est arrivé juste derrière. Il devrait apparaître maintenant ici, traverser cette cour et effectuer un discours beaucoup plus festif que sa première intervention, David. Et qui sait, peut-être qu'il vous dira quelques mots et on vous retrouvera bien sûr avec plaisir à cette occasion. Arnaud Comte, vous êtes au milieu de la foule et vous êtes avec certains de ceux qui attendent impatiemment ce discours du nouveau président de la République. Oui, ils l'attendent, Emmanuel Macron, et surtout ils l'attendent pour ses positions pro-européennes. C'est votre cas, Lint, vous avez 22 ans. Vous, l'Europe, vous me disiez tout à l'heure, c'est à la fois votre jeune passé et puis votre avenir. Exactement, moi j'ai voté Macron aussi, j'ai voté pour l'Europe parce que ce soir c'est pas que la France qui prend un nouveau souffle, c'est l'Europe. Elle a beaucoup souffert ces derniers temps et aujourd'hui on veut lui dire qu'on est là pour elle. Moi je suis née membre de l'Union Européenne et j'espère que mes enfants seront membres de l'Union Européenne. Aucun président m'enlèvera ce droit et cette chance, aucun référendum. Donc j'ai voté Macron parce que je suis un bébé de l'Union Européenne et l'Union Européenne c'est la mama, on l'a construite, elle nous a construite et on touche pas à la mama et on veut être tous ensemble parce que regardez ce soir on est tous ensemble et on pense gentiment à Marine Le Pen qui est toute seule. Voilà. Merci Arnaud. À tout à l'heure, Julien Drey, pendant que vous parliez, disait c'est une vraie question, est-ce qu'il y a eu un vote européen? C'est vrai qu'Emmanuel Macron, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu quelqu'un qui défendait l'Europe avec des accents un peu lyriques même, parfois, en tout cas avec un ton très volontariste, alors qu'elle est souvent désignée, l'Europe, à tort ou à raison, comme responsable de beaucoup de nos maux, Léa. Alors, un mot à Najat Vallaud-Belkacem qui va nous quitter. Najat Vallaud-Belkacem, vous avez travaillé avec lui au gouvernement, vous avez le même âge à peu près, vous avez été tous les deux à Sciences Po, je crois, au même moment. Est-ce que vous aviez perçu cette ambition d'Emmanuel Macron ? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Je ne suis pas sûre d'être la plus. Vous n'avez jamais été proche, soyons honnêtes. Non, enfin, on a siégé, comme vous l'avez dit, autour de la même table du Conseil des ministres. Mais je voudrais revenir tout de même sur la discussion qu'on avait tout à l'heure, parce qu'il me semble important de dire une chose. J'ai entendu Christophe Castaner
revenir sur l'expérience de la fronde que nous avons connue pendant ce quinquennat. Et je crois que beaucoup d'électeurs de gauche en ont sincèrement été meurtris, parce que cela explique pour grande partie le regard pour le moins mitigé qui est porté sur le bilan de ce quinquennat. Et je veux lui dire que moi, je ne m'inscris pas du tout dans ce type de mécanisme politique. Je ne suis pas là pour faire obstruction, blocage aveugle, etc. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que Emmanuel Macron, maintenant qu'il est président de la République, doit pouvoir rassembler, en effet, sur une base politique et pas sur un tout ou rien programmatique. Et que notre discussion... Vous lui demandez quoi? De ne pas faire des ordonnances, de renoncer à sa réforme du droit concrètement, on doit accepter, et c'est ma réponse à Christophe Castaner, qu'il puisse continuer à exister des identités politiques, que les socialistes cherchent à être représentatifs de façon très large à l'Assemblée nationale pour défendre des valeurs, des idées qui sont les leurs depuis très longtemps, un bilan aussi, car la gauche de gouvernement, cela existe. C'est-à-dire que vous lui demandez, à Christophe Castaner, qui est à côté de vous, de ne pas présenter des candidats En Marche face à vous, c'est ça que vous lui dites? Non, je comprends pas bien. Parce que je ne suis pas du tout dans les tractations. Ce que je vous dis là, c'est qu'on peut très bien, en effet, être une gauche de gouvernement qui apportera un appui à Emmanuel Macron demain, pas dans l'obstruction, pour l'aider à, en effet, faire réussir tout simplement la France. C'est le premier intérêt que nous défendons. Et en même temps, vouloir conserver son identité politique et ses valeurs et son histoire de gauche et avoir cette identité socialiste qui ne soit pas diluée dans de simples tractations individuelles. Moi, je ne veux pas que tout cela se termine en débandade derrière des tractations individuelles des uns et des autres. Voilà pourquoi je me présenterai bien au nom du Parti socialiste et que je défendrai bien les idées du Parti socialiste. À côté de vous, Christophe Castaner tic. On ne le voit pas à l'image, mais nous, on le voit. Non, mais j'entends parfaitement le propos de Najat Vallaud-Belkacem. Si le Parti socialiste veut des candidats et veut des députés, c'est légitime de sa part. Et je le dis aux Français, il vaut mieux faire confiance à celles et ceux qui s'engagent avec Emmanuel Macron pour porter une majorité aux côtés d'Emmanuel Macron. Ça me paraît beaucoup plus simple. Et la simplicité en politique, c'est une vertu aussi. Mais on voit que c'est un débat qui ne fait que commencer et qui va durer sans doute ces quelques semaines qui nous séparent des élections législatives. Tout ou rien dans ce programme qui est à la fois de gauche et de droite. Donc il y a une partie de droite à laquelle nos électeurs de gauche n'adhéreront pas. C'est bien le sujet. Je vous donne la parole à Christian Estrosi rapidement parce qu'on va retourner au Louvre. Allez-y. Tout le monde sait que le quinquennat de François Hollande a été un échec assez absolu. Et les Français ne voulaient plus de ce quinquennat et de cette politique qui a été conduite. Emmanuel Macron lui-même a fait campagne en disant, si j'ai quitté le gouvernement, si j'ai décidé de prendre mes propres initiatives, c'est parce que je sentais qu'on ne pouvait plus aller vers la voie de la réforme à l'intérieur de ce gouvernement. Madame Najat Vallaud-Belkacem a dit, moi je reste socialiste et bien évidemment je défendrai les positions des socialistes. Il appartient à la droite, aux Républicains, au centre de défendre ce qu'ils sont. Mais en même temps, je le dis, nous devons le faire de manière constructive. Ne pas laisser à la gauche s'accaparer là où Emmanuel Macron aujourd'hui offre une voie de la réforme et du progrès, où quelque part, ce serait nous qui, une fois de plus, sentiraient le constat ni les conséquences de notre propre échec, car nous aurions dû de toute évidence représenter cet espoir d'alternance et nous avons échoué, et qui ferions la part belle à la gauche, là où un nouveau président de la République peut offrir une possibilité que sur un certain nombre de points, les réformes qu'attendent les Français peuvent être engagées dans les années qui viennent. En clair, vous êtes en train de nous dire, nous, la droite, nous avons une responsabilité pour ne pas qu'Emmanuel Macron dérive trop vers la gauche. Mais on y reviendra, Léa. On va y revenir et je vous donne juste, ça vous intéressera, Christian Estrosi, la réaction d'Alain Juppé qui, à l'instant, dit qu'il soutiendra les candidats de la droite et du centre. Point. Tout comme moi d'ailleurs. Point, mais donc pas de En Marche, de la droite et du centre et d'En Marche. Mais ce sera à préciser. Direction le Louvre, l'esplanade du Louvre. Thierry Curté, vous êtes avec deux partisans d'Emmanuel Macron. Et deux partisans d'Emmanuel Macron, mais qui n'ont pas toujours été des soutiens d'Emmanuel Macron. Je suis avec Alain et Thérèse. Expliquez-moi, vous, Alain, vous avez toujours voté à droite. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, vous êtes mis à voter Emmanuel Macron ? D'abord, quand on l'a vu apparaître sur la scène politique, ça a été quand même une surprise. Et je pense que ça fait un choc. Et on s'est dit, enfin, voilà des jeunes qui veulent s'occuper un peu de nos problèmes politiques, etc. Et moi, ça m'a tenté tout de suite. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau président ?
d'un personnage, d'un président jeune, justement? Justement, qu'il ait l'énergie nécessaire pour appliquer les réformes qu'il veut faire. Parce que c'est ça qui est absolument important. Il faut qu'on change un petit peu les donnes. Notre société est vieillissante, elle est mal adaptée, elle se transforme, le monde se transforme. Il faut donc d'autres choses, et c'est ce qu'il propose, et c'est très bien. Vous, Thérèse, vous me disiez tout à l'heure, c'est d'une certaine façon la fin du mur de verre entre la droite et la gauche. Vous comptez beaucoup là-dessus. Ah oui, parce qu'on a essayé à gauche, ça n'a pas marché, à droite, ça n'a pas marché. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait réunir des gens valables de gauche et droite pour que ça marche et puis qu'on fasse des réformes et qu'on arrive à avancer. Alors, sur quelle première réforme il doit travailler d'abord? Ça, il en sait sûrement plus que moi. Je ne sais pas du tout, mais il va y avoir tellement de choses à faire, ça va être très compliqué. Mais je suis très contente qu'il s'occupe de l'Europe et qu'il nous remette en marche de ce côté-là aussi. Bon, vous le voyez, avec Alain et Thérèse, on attend le discours d'Emmanuel Macron qui ne devrait plus tarder maintenant. Oui, merci Thierry. Si vous nous rejoignez, 22h20, ce qu'on voit, c'est l'esplanade du Louvre où Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre pour faire son deuxième discours. Le premier a été très solennel, très grave. Visiblement, il voulait rompre avec le ton qu'il avait lors du premier tour. Celui-là, nous dit-on, sera plus un discours de partage, de victoire et de joie. Et on découvre, avec nos envoyés spéciaux, cette France d'Emmanuel Macron, cette France assez diverse. On a entendu des très jeunes, on a entendu des Européens, là on vient d'entendre des personnes plus âgées. On découvre cette France qui s'est rassemblée ce soir pour fêter cette victoire d'Emmanuel Macron. Et on poursuit le débat. Je salue Cécile Duflot et je salue Éric Woerth qui nous ont rejoints. Vous restez avec nous, Rachida Dati. Vous n'avez pas terminé. Mais je voudrais demander un mot un peu personnel aussi à Julien Dray. Parce que Julien Dray, vous aussi, au-delà du politique, vous avez senti le talent d'Emmanuel Macron puisque vous êtes un proche de François Hollande. Mais très tôt, vous êtes devenu un conseiller. Et un conseiller assez personnel d'Emmanuel Macron. Un conseiller en stratégie politique. Vous le voyiez beaucoup dès lors qu'il a été ministre de l'économie. Et vous avez sans doute perçu aussi quelque chose, puisque vous avez passé tant de temps avec lui avant de rompre, lorsque lui-même s'est décidé petit à petit à s'éloigner du gouvernement et de François Hollande. Mais est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, pendant tous ces mois où vous l'avez conseillé, j'ai peut-être en face de moi le futur président de la République? Je ne l'avais pas prévu pour 2017, pour être honnête. Plus tard. Parce que je pensais que ça allait mettre un petit peu plus de temps. Mais j'ai perçu, oui, comme d'autres qui l'avaient approché à l'époque, d'abord une détermination et une chaleur humaine. Parce que par rapport au milieu politique qu'on connaît, c'est pas un homme compliqué, Emmanuel Macron. Et ça, c'est bien. C'est pas un homme compliqué. Non, c'est pas un homme compliqué. Le président de la République qu'on vient d'élire n'est pas un homme compliqué. Non, je parle. Emmanuel Macron n'est pas un homme compliqué. C'est-à-dire quand c'est oui, c'est oui. Non, parce que souvent on dit qu'il est indéchiffrable. Écoutez, moi, à chaque fois que je suis en face de moi, quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non. Quand je sors de son bureau, je sais que s'il a dit oui, il ne m'a pas dit oui, et celui qui va venir derrière, il va lui dire la même chose. Et en ce sens-là, il était en rupture avec une forme de vie politique que j'avais connue, que j'ai connue, et qui était extrêmement compliquée. J'espère qu'il va rester comme cela, parce que je pense que c'est ça qui a fait sa force. C'est ça qui faisait sa détermination aussi. C'est-à-dire qu'il croyait en lui-même, parce qu'il croyait en ce qu'il disait, et en sa parole. Et son charisme, vous l'aviez perçu? Le charisme, je l'ai perçu parce qu'il était sympathique. Quoi. Voilà, je m'excuse de vous le dire, mais c'est tout simple. Il était sympathique, il était chaleureux, il n'était pas compliqué, il n'était pas protocolaire. Bah, ça fait des choses qui font que... Et dans vos conversations, est-ce qu'il vous a dit une fois, est-ce qu'il vous a dit une fois, un jour, je serai assis, j'occuperai cette place? Non, il n'a jamais dit comme ça. Il n'a jamais formalisé comme ça. Un jour, il m'a dit, François Hollande ne sera pas candidat. Il y a une rupture avec l'opinion et je vais faire quelque chose. Voilà. Et il l'a fait. Voilà. Et il l'a fait au-delà de tout ce que tout le monde pouvait penser et espérer à ce moment-là. 22h20 à ce stade, Léa, nos éditorialistes qui nous éclairent. Absolument. Alors qu'on rappelle les chiffres, Emmanuel Macron élu avec un peu plus de 65% des voix. Marine Le Pen battue, mais quand même un score historique pour le Front National. 11 millions de voix. Et puis, deux records, l'abstention et les bulletins blancs. Deux records ce soir, dont on parlera un peu plus tard avec Brice Teinturier. Mais pour l'heure, nous sommes avec Vanessa Schneider, notre partenaire du Monde, et Thomas Legrand, éditorialiste politique à France Inter. Bonsoir, rebonsoir à tous les deux. Vanessa, Emmanuel Macron a été très largement élu ce soir, mais est-ce que son combat est gagné pour autant ? Alors, on a insisté évidemment sur la performance exceptionnelle. On ne va pas revenir sur cette performance-là, d'avoir été élu avec ce score en si peu de temps, sans parti. Il n'en reste pas moins qu'il y a des points très inquiétants auxquels va être confronté Emmanuel Macron. Il est face à une France fractionnée.
profondément divisée, avec une violence très diverse mais intense. Vous avez parlé évidemment des 11 millions d'électeurs du Front National, on pourrait parler des 18 millions des abstentionnistes, vote blanc et autres. Et donc Emmanuel Macron risque de se retrouver face à 3 oppositions. Une opposition du Front National, qui va se battre aux législatives, une opposition de la droite traditionnelle, puisqu'on a vu qu'à l'exception de quelques personnalités, la droite traditionnelle va combattre Emmanuel Macron pour les législatives, et une autre opposition, qui ne sera pas moins virulente et qui peut aussi être dans la rue, c'est l'opposition d'une partie des mélenchonistes. Jean-Luc Mélenchon parlait de résistance, c'est un mot très fort, donc c'est toutes ces oppositions qu'il va devoir affronter. Ça, c'est pour les oppositions, pour les difficultés qu'il va avoir à surmonter. Thomas Legrand, est-ce que malgré tout, il peut créer une dynamique ? Il peut y avoir un souffle, c'est quand même un score très impressionnant, malgré toutes les difficultés que vient de souligner Vanessa. Mais il peut y avoir un souffle, et on va voir s'il arrive à faire durer ce souffle. Ça va dépendre des mots qu'il va prononcer ce soir, ça va dépendre des signes, des symboles, des discours, des hommes et des femmes qu'il va nommer dans quelques jours, quand il sera intronisé. Et puis aussi, peut-être le souffle international, parce qu'on va être regardé avec une certaine admiration, on va se sentir peut-être un peu grandi, avec une curiosité. Et puis, je pense qu'il va essayer, et on l'entend avec, ce soir avec les réactions de vos invités, il va essayer de faire durer ce nouveau clivage entre le Front National et lui. C'est-à-dire qu'En Marche va vouloir tout prendre et le Front National va devoir être l'opposition. Vous voulez dire qu'il veut garder le Front National en opposant numéro 1 ? Bien sûr, il veut faire comme Général de Gaulle. Le Général de Gaulle, avec les communistes, il disait entre eux et moi, il n'y a rien, il va essayer de faire durer ça. Ça ne va pas durer jusqu'aux législatives. On verra si ça durera jusqu'aux législatives, parce que c'est le mot qui est au cœur de toutes les conversations, les législatives évidemment. Est-ce qu'il aura ou pas une majorité ? C'est l'autre grande question. Alors c'est très difficile de le savoir pour l'instant. Il y a des candidats En Marche, mais il y a aussi des candidats qui sont des candidats sortants, qui sont identifiés par les électeurs. Donc il y a une prime à la personnalité des candidats. Il y a 2 partis qui, même s'ils ont été défaits à l'issue du premier tour, ont des structures locales, régionales très fortes, le Parti socialiste et les Républicains. Donc tout ça, ça va compter dans l'équation. On peut se retrouver dans une situation où il n'y a pas de majorité à l'issue des législatives, avec un groupe Front National très fort, avec un groupe républicain fort également, parce qu'on change de mode de scrutin, donc c'est pas même, on peut avoir des triangulaires, des quadrangulaires, c'est-à-dire 3-4 candidats qui s'affrontent à l'issue du second tour, et donc une majorité un petit peu introuvable. Tout reste ouvert, Thomas. Beaucoup d'incertitudes encore sur avec qui Emmanuel Macron va pouvoir gouverner. Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, pendant la présidentielle, a réussi à faire exploser le PS. On peut imaginer que la plupart des députés socialistes qui vont être nommés, qui vont être élus, vont être plus ou moins dans la majorité présidentielle. Il va essayer au cours de cette législative de faire la même chose avec la droite, de faire exploser la droite. Et puis après, s'il n'y a pas de majorité claire, peut-être qu'on va apprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'on va apprendre un nouveau truc que les autres démocraties. Être allemand, c'est-à-dire le compromis, arrêter l'affrontement et faire des compromis. C'est une situation qui permet à beaucoup de démocraties voisines de progresser. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Merci à tous les deux pour cette analyse à chaud ce soir. À vous, David. Faire des compromis, c'est toute la question. Avant de vous donner la parole, Éric Woerth, à vous et à Cécile Duflot, et puis à Jean-Marie Le Guen qui nous a rejoint, et à Barbara Pompili. Voilà, le plateau se renouvelle peu à peu. Juste un mot, Christophe Castaner, proche d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois. Il va connaître un état de grâce, Emmanuel Macron ? Non, je ne crois pas à l'état de grâce. Depuis plusieurs élections présidentielles, on voit qu'il n'existe pas. Mais j'aimerais l'état de confiance. Et surtout, j'aimerais que, et on l'a vu dès 20h, on ne soit pas déjà en train de dire mais finalement, il est mal élu, il y a l'abstention. J'ai entendu des grincheux ce soir s'exprimer sur les plateaux et aussi faire des déclarations solennelles. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon a gâché sa campagne le soir du premier tour. Je n'ai pas le sentiment qu'il l'a amélioré ce soir, par exemple. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'on regarde les engagements qu'a pris Emmanuel Macron et qu'on juge Emmanuel Macron sur sa capacité à les tenir, pas autre chose. Éric Woerth, faire des compromis, on l'entendait il y a un instant. Est-ce qu'aujourd'hui, la droite pourrait faire un compromis avec Emmanuel Macron, malgré les élections législatives dans 5 semaines ? Moi, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais d'une certaine façon, je n'ai jamais vu quelqu'un élu à la présidence de la République ne pas appeler au rassemblement autour de lui. Ça a toujours été le cas. On verra comment Emmanuel Macron traduit cette idée de
de rassemblement. Nous sommes aujourd'hui dans le débat de l'élection législative. Il y a 2 tours, au fond, pour réformer le pays. Il y avait l'élection présidentielle. On a été, au fond, d'une certaine façon, effacé de cette élection présidentielle pour d'autres raisons. Donc le débat n'a pas eu lieu. Et je voudrais qu'il y ait un débat un débat de fond, un débat sur les vrais sujets, sur l'immigration, sur les impôts, sur la dette, sur le nombre de fonctionnaires, sur la façon dont la France peut s'en sortir, sur l'économie numérique, sur la France industrielle. Vous trouvez que sur ce tous ces débat-là sujets, n'a pas sur eu la lieu pendant la ruralité. campagne? Non, il n'a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu. Notre candidat François Fillon était empêché de faire campagne. Il n'a pas pu faire campagne. Ça a été comme ça. Donc il n'y a pas eu ce débat qu'on aurait dû avoir. Et puis à un moment donné, un président émerge. Et c'est très bien. Ça n'a pas été le cas. Donc il faut que les élections législatives permettent d'équilibrer cela. Et qu'il y ait un vrai débat au moment de l'élection législative qui permette, je l'espère, d'afficher une majorité pour la France, une majorité de droite et du centre, qui travaillera évidemment avec le président de la République. Il n'y a pas d'affrontement à venir. La France ne peut pas se le permettre, puis je crois que ce n'est pas le climat. Ce serait une cohabitation comme on l'a connue il y a quelques années. Mais une Lionel cohabitation Jospin, Jacques Chirac, peut y avoir des ou Jacques cohabitations Chirac, sans affrontement. Le président n'est ni de droite ni de gauche. Au fond, on peut lui donner une majorité de droite. Son positionnement le permet. Et je pense que la France, elle a besoin de clarté, elle a besoin de clarification, elle n'a pas besoin d'ambiguïté. Il n'y a pas d'un côté un président qui va tout fédérer, et de l'autre, des personnes qui n'ont plus rien à voir avec ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et on ne peut pas uniquement faire des compromis autour d'une seule personne. Je crois aux convictions, et je crois que la France, pour se redresser, elle a besoin de profondes réformes, et je n'ai vu aucune profonde réforme dans le projet d'Emmanuel Macron, même si j'ai voté pour lui. J'ai voté pour lui pour que le Front National n'arrive pas au pouvoir. Mais c'est un autre sujet. C'est un vote par défaut. Alors qu'on accueille un renouvellement de ce plateau, il y a un renouvellement de la classe politique et de notre plateau, Jean-Christophe Lagarde, Cécile Duflot, Jean-Marie Le Gouen et Barbara Pompili sont donc avec nous. On va vous donner la parole dans un instant. Mais 22h30, direction toujours cette esplanade du Louvre, ce carrousel du Louvre, où vous êtes Arnaud Comte avec d'autres militants d'Emmanuel Macron qui s'impatientent, qui veulent l'entendre. Oui, Léa, et puis il y a de plus en plus d'engouement, on le sent vraiment, parce qu'on n'arrive quasiment plus à se déplacer tellement il y a de monde, et pourtant il fait frisquer. On a connu des 7 mai un peu plus chauds. Je suis avec Chloé et Ariane qui sont littéralement, et Marine, pardonnez-moi Marine, sous le charme du nouveau président. Je leur demandais, est-ce que 39 ans, c'est pas trop jeune finalement pour présider un pays avec ses responsabilités qui en incombent? Ce qui est important, c'est l'énergie. Et l'énergie n'a pas d'âge. Et ça, c'est bien. L'essentiel, c'est les idées. Et les idées, c'est universel, c'est intemporel. Et ce qui serait bien, c'est grâce à ça, c'est une nouvelle vision, c'est en termes de couple, d'idées, de partis, toutes ces personnes, l'énergie qu'il a réussi à faire amener avec lui, c'est formidable. Et c'est ça qu'on doit surtout retenir. C'est aujourd'hui un projet et l'essentiel d'avoir le maximum de personnes, du positif, des personnes enthousiastes, des jeunes, des moins jeunes, des gens de tous bords, tous partis, qui aujourd'hui ont réussi à se reconnaître en lui. Et pour ça, c'est brillant ce qu'il a fait. Et bien sûr, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être massivement autour de lui, aussi pour les législatives, faire un choix pertinent et avoir l'intelligence émotionnelle de soutenir quelqu'un pour l'intérêt général. Voilà. Alors, votre amie me disait qu'elle avait été déçue. Elle avait voté François Hollande. Vous avez voté François Hollande il y a 5 ans. Vous avez été déçue. Est-ce que vous comprenez ceux qui ont été déçus par François Hollande, les 11 millions de Français qui, en revanche, ont voté pour Marine Le Pen? Est-ce que vous comprenez ce choix-là? J'ai du mal à le comprendre parce que c'est un gap quand même hyper important de passer de François Hollande à Marine Le Pen. Pour moi, Marine Le Pen, elle a mis du vernis sur ce qu'est le Front National. Et le Front National, pour moi, c'est un parti qui ne doit pas être à la tête de l'État et qui ne doit jamais l'être. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'Emmanuel Macron, c'est la continuité, la suite de François Hollande? C'est pas du tout la réalité, puisqu'on voit bien, il a créé un nouveau parti, le parti En Marche, et on voit que le nombre de personnes qui sont là ne sont pas forcément des gens qui avaient voté pour François Hollande le quinquennat précédent, et du coup, c'est une nouvelle ère. Vous êtes des personnes qui voulaient au contraire reproduire un certain système et qui ont peur peut-être de certaines choses qui pourraient changer. Merci beaucoup. Et puis une information, Léa, il y a beaucoup de jeunes. C'est assez frappant ce soir ici, sur l'esplanade du Louvre. Merci Arnaud. C'est vrai que les mois de mai de victoire électorale, ils sont souvent plus vieux. Il suffit pas de remonter, pas très loin dans le temps pour s'en souvenir. On fait tourner la parole. Cécile Duflot, vous êtes résolument de l'opposition ce soir? D'abord, je voudrais dire qu'on a un nouveau président de la République et que pour des millions de Français, qu'il ait battu Marine Le Pen, ce n'est pas une satisfaction, c'est un soulagement. Et ce soulagement-là, mais je pense qu'une partie de son intervention de ce soir l'a montré, il doit le respecter. C'est-à-dire que ça n'est pas une adhésion à son projet. Très clairement, je crois que c'est presque la moitié des électeurs qui ont voté pour lui qui l'ont fait. Ils ont eu raison, je l'ai fait comme eux tout à l'heure, qui ont voté
pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc la question qui se pose, c'est effectivement celle que disait Éric Woerth, c'est celle du projet qui va être porté. Et donc des députés qui vont être élus. Et moi, je ne crois pas que la priorité, M. Woerth, ce soit les questions d'immigration, d'impôts et de dettes. Je crois que la priorité, c'est de savoir sur quelle planète on va vivre, quel air on va respirer, est-ce qu'on va continuer à empoisonner nos enfants avec des produits chimiques. C'est ça le sujet. Et c'est pour ça que je défends un projet écologiste dont on va avoir besoin et qui est un élément très creux. Il en a parlé ce soir, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu ? Comme m'a dit quelqu'un qui se reconnaîtra, il a eu plus de mots pour l'écologie dans son discours de ce soir que dans l'ensemble de sa campagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Barbara Pompili, pardon, parce que peut-être qu'elle n'est pas tout à fait... Vous avez été la première membre du gouvernement à apporter votre soutien à Emmanuel Macron. Vous étiez chez les Verts avec Cécile Duflot. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Vous la trouvez dure ce soir ? Non, chacun est dans son rôle. Simplement, je crois qu'on en a marre justement des gens qui jouent un jeu en opposant de manière parfois artificielle les uns aux autres. En ce qui concerne le projet écologiste d'Emmanuel Macron, il suffisait de lire son projet et de se rendre compte que, oui, effectivement, on n'était pas dans les grandes promesses complètement irréalisables. On était dans des promesses concrètes, datées, et surtout financé. C'est-à-dire que si on est écologiste, ce qu'on veut, c'est que les choses avancent. Et là, on a un projet qui, s'il est appliqué, fera avancer l'écologie plus qu'elle n'a jamais avancé depuis des années. C'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce soit porté. Je suis heureuse d'avoir entendu Emmanuel Macron ce soir parler d'écologie. Regardez, l'image est là. Emmanuel Macron, la mise en scène est là également. Seul, à pied, est en train de traverser cette esplanade. Arnaud ou Laurent, c'est à vous. Oui, voilà, vous le voyez, Emmanuel Macron qui vient d'arriver. C'est un deuxième temps de cette soirée qu'il se voulait d'abord festif pour ce discours qu'il va prononcer devant ses militants. Mais on le voit, l'image est également extrêmement solennelle. Emmanuel Macron qui arrive seul au milieu de cette cour Napoléon. Un endroit qu'il a souhaité effectivement incarner. On se souvient forcément de cette image de François Mitterrand qui avait remonté après sa victoire cette avenue vers le Panthéon. Eh bien, Emmanuel Macron a fait ce choix là pour le moment de la solitude. C'est un moment extrêmement solennel avant de communier avec les militants qui sont installés à quelques centaines de mètres de là. Il souhaitait faire au départ ce rassemblement au Champ de Mars. Il n'a pas pu le faire. Il ne voulait pas le faire à la Concorde puisque la Concorde symbolisait selon lui trop la victoire de la droite et celle de Nicolas Sarkozy. Il n'avait pas souhaité aller à la Bastille. Il est donc ce soir au Louvre, dans cette cour carrée, qui effectivement est habitée par, vous le savez, cette pyramide qui avait été souhaitée par François Mitterrand, mais qui avait été acceptée par un maire de la capitale qui était Jacques Chirac. On est déjà dans la recomposition politique peut-être en place et que souhaite Emmanuel Macron, qui devient donc à 39 ans le plus jeune président de la République. C'est un moment effectivement assez solennel de cet homme aujourd'hui seul dans cette cour, un moment que vous vivez en direct sur France 2. On est dans les symboles, on est clairement dans les symboles européens, puisque c'est l'hymne à la joie qui sert d'hymne européen, qui accompagne ce mouvement d'Emmanuel Macron, symbole mitterrandiste évidemment, avec cette marche en solitaire, cet éclairage et cette mise en scène très soignée. Ce sont des images fournies par l'équipe du candidat. Emmanuel Macron marche symboliquement vers son destin. Il marche vers ce peuple de France qui l'attend, qui attend son discours. Voilà, on se disait que cette première soirée de président pour Emmanuel Macron serait riche de signes et de symboles. Il y a eu ce premier discours sur un ton de gravité, sans aucun triomphalisme. Il y a maintenant cette arrivée sur cette esplanade du Louvre, la main levée pour saluer, seul, comme peut l'être, comme peut-être seul l'est un président de la République dans ce monde politique. Emmanuel Macron qui va monter sur la scène, qui va achever cette longue marche et qui va prononcer son second discours de la soirée. Les signaux, on les attendait. Ils sont là et bien là. Arnaud, Laurent. C'est Céline à la joie qui nous accompagne pour ces premiers mots, ces nouveaux mots du président Macron, 8e président, le plus jeune depuis Napoléon, on l'a dit. Il va prendre la parole dans un instant. On vit ces images avec vous, on essaie de les commenter. On va retrouver nos envoyés spéciaux qui se trouvent un peu partout. Laurent Delahousse, vous êtes là, c'est à vous, Laurent. Oui, il arrive, il est derrière la scène. Il va se présenter devant ses militants. Vous le voyez, Emmanuel Macron,
8e président de la 5e République. Il a 39 ans. Il est né à Amiens dans la Somme il y a 39 ans et il salue la foule. Il remporte ce second tour de l'élection présidentielle et il savoure ce moment, ce premier moment de communion avec le peuple qui l'a élu ce soir dans cette élection. Et là Moment encore. extrêmement fort dans la symbolique, bien sûr. Et là encore, ce qui frappe, c'est le contraste. Quel contraste avec les images du soir du premier tour. On avait vu un Emmanuel Macron enjoué, accompagné de son épouse, l'embrassant sur la scène. Quel contraste avec, là encore, cette apparition qui a un caractère de gravité et de solennité évident et qui a été conçu pour cela. Il va s'exprimer. Merci mes amis. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Merci de votre confiance. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement à toutes et tous. Merci des risques pris par certains. Je les sais. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci et porter, durant les 5 années qui viennent, l'élan qui est le vôtre, l'élan que vous représentez. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France.
Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent enfin nous. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense et elle commencera dès demain. Elle imposera de moraliser la vie publique, de défendre notre vitalité démocratique, de renforcer notre économie, de construire les nouvelles protections de ce monde qui nous entoure, de donner une place à chacun par l'école et le travail et la culture, de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Cette tâche qui nous attend est immense et elle imposera de continuer à être audacieux. Oui, ce soir, nous avons gagné un droit qui nous oblige. Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Notre tâche est immense, mes amis, et elle exigera l'engagement de chacun, l'engagement de nos armées, de nos forces de l'ordre, de tous nos services publics, votre engagement, chacune et chacun, élus, associations, dirigeants, syndicats, salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Notre tâche est immense et elle imposera l'exigence de la vérité, le courage de la vérité, celui que durant cette campagne nous avons constamment porté et que je continuerai de porter pour vous. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela, ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. Mes chers concitoyens, vous toutes et tous qui êtes là à mes côtés depuis tant et tant de jours,
tant et tant de nuits. Peuple de France, ici rassemblés au Louvre, nous avons la force, nous avons l'énergie, nous avons la volonté, celle qui nous a portés, qui a fait ce que nous sommes. C'est cela, ce qui conduira à notre avenir. Nous ne céderons rien à la peur, nous ne céderons rien à la division, nous ne céderons rien aux mensonges, nous ne céderons même rien à l'ironie, à l'entre-soi, à l'amour du déclin ou de la défaite. Je sais cette ferveur que vous portez, je sais ce que je vous dois, et je sais ce soir ce que je dois à mes compagnons de route, à mes amis, à ma famille et à mes proches. Ce ne sera pas tous les jours facile, je le sais. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Mais votre ferveur, votre énergie, votre courage, toujours, me porteront. Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République! Vive la France! Voilà, vous avez entendu les derniers mots du discours d'Emmanuel Macron. Je vous servirai avec amour, alors que sa femme Brigitte le rejoint à l'instant sur l'esplanade, sur la scène. Voilà, on vit ces moments en direct, discours solennel, mots choisis, mise en scène soignée, calibrée même, on peut le dire. Emmanuel Macron est entré seul dans cette cour du Louvre, accompagné de l'hymne à la joie, l'hymne européen. C'est un symbole, l'hymne aussi que François Mitterrand avait choisi en 1981, et c'est un autre symbole. Et vous voyez en direct l'émotion de Brigitte Macron. La forte émotion de Brigitte Macron qui est au bord des larmes. Et on l'a dit au premier tour, on le redit ce soir, c'est aussi la victoire d'un couple. C'est aussi les enfants, toute la famille, les 3 enfants et les petits-enfants de Brigitte Macron qui rejoignent ce couple sur la scène. Voilà l'image qu'Emmanuel Macron a voulu montrer ce soir, l'image d'un couple uni et d'une famille qu'il met en avant. Il a souvent dit que les petits-enfants, les 7 petits-enfants de Brigitte Macron, il les considérait comme les siens. Et bien sûr, une des images qu'on retiendra de cette soirée, de ce premier soir présidentiel pour Emmanuel Macron, toute sa famille autour de lui, ses proches, et le contraste entre les deux discours. On va écouter cette Marseillaise.
Voilà, il est 22h54 et vous vivez en direct cette soirée électorale, la fièvre de cette soirée électorale et la Marseillaise qui retentit donc pour le 8e président de la 5e République. Voilà, pour ces images et le contraste qui restera entre le discours qu'il vient de prononcer et le discours qu'il a prononcé il y a 1 heure dans son QG. Un discours, le premier, celui de son QG, qui était plus grave, plus solennel. Là, à l'instant, on a retrouvé Emmanuel Macron tel qu'en lui-même, qui a salué tout le monde, qui a voulu saluer à la fois ses partisans, ceux qui ont voté pour lui sans partager ses idées, juste pour faire barrage au Front National, et même un mot pour les électeurs de Marine Le Pen. Un Emmanuel Macron qui s'est voulu conciliateur et qui est déjà en campagne. Il veut, et il l'a dit, une majorité forte. Il veut la majorité absolue pour réformer la France. Il l'a dit très clairement dans 6 semaines pour les élections législatives. Voilà ces images que vous allez commenter, David. On va les commenter dans un instant avec quelqu'un qui a beaucoup enquêté sur Emmanuel Macron. Il s'agit d'Anne Fulda. D'abord, on va rester quand même sur cette esplanade. On a retrouvé le Emmanuel Macron un peu exalté qu'on avait souvent entendu lors de cette longue campagne avec ses discours où sa voix porte, où sa voix part un peu dans les aigus. Et c'est vrai que ça contraste beaucoup avec la sobriété et la gravité de son premier discours. Arnaud Comte, vous êtes aux côtés de certains de ceux qui ont entendu ce discours, qui étaient venus l'entendre. Qu'en ont-ils pensé ? Oui, David, et notamment Véronique qui a retenu quelque chose de ce discours. David, je suis avec Véronique qui a retenu quelque chose de ce discours. Ce que j'ai retenu, c'est surtout un discours positif et de dire que la France est généreuse, que les gens sont généreux, qu'il faut travailler ensemble et c'est un message d'espoir pour tout le monde. Il y avait beaucoup de sobriété, mais également un visage grave depuis son élection. Comment vous l'interprétez, ça ? Je pense qu'il a pris vraiment la mesure des responsabilités qui pèsent sur lui. Et c'est quelqu'un de sérieux et qui rassemble les gens. Donc on le voit dans cette fête ce soir. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Il y a encore 3 ans, il était inconnu du grand public. Aujourd'hui, il est président de la République. C'est une ascension fulgurante. Vous adhérez ? Je trouve ça, c'est extraordinaire et en même temps, je pense que ça peut se comprendre parce que c'est quelqu'un qui a cherché à comprendre les gens, à les interroger sur le terrain et prendre les meilleures idées de tout le monde. Et je pense qu'il rassemble dans ce sens-là. Donc voilà, il rassemble des jeunes, les moins jeunes, les gens de toute religion, toute couleur. Et c'est ça son message qui est vraiment bien, quoi. Un président à l'écoute, voilà le message qui revient beaucoup ici dans la foule, David. Oui, ce n'est pas un mot anodin, ce mot d'optimisme. Ça a été un des marqueurs de cette campagne d'Emmanuel Macron. C'est un des marqueurs de ce qu'il porte dans cette vie politique. C'est vrai qu'on a beaucoup de dirigeants qui insistent sur les travers, sur les problèmes rencontrés par les Français. Et lui a délibérément, y compris dans son expression faciale d'ailleurs, porté ce message d'optimisme. Et c'est au cœur, bien entendu, de sa démarche. Thierry Curtet, vous aussi, vous avez écouté ce discours avec des partisans d'Emmanuel Macron. Avec Véronique qui est effectivement fan d'Emmanuel Macron. Elle trouve que ce discours, pour continuer dans votre veine, c'est pas forcément uniquement de l'optimisme, c'est aussi une forme de thérapie de groupe. Pourquoi ? Là, je répète un peu ce que disait Michel Houellebecq, qui est un de mes écrivains préférés. Thérapie de groupe, parce qu'effectivement, il influe... Il donne un esprit d'optimisme parce qu'au début on est tous désespérés, mais alors il faut y croire. Donc ça fait un peu thérapie de groupe, on est tous ensemble à y croire. Alors c'est pas ça, on va y croire longtemps, mais il afflue l'énergie, il a un bon afflux. Vous avez le sentiment qu'on a besoin de ça en ce moment ? Ah oui, on a besoin de ça. On a besoin d'un coach, une grande thérapie de groupe tous ensemble. Voilà, pour l'instant, on a vraiment envie d'avoir de l'optimisme ici dans la foule autour d'Emmanuel Macron. Le coach et la thérapie de groupe, ça. Mais vous savez, il n'y a pas d'impasse en politique. Ça fait aussi partie, bien entendu, du rapport avec les Français et du rapport avec le peuple. Et on remercie cette dame d'avoir regardé France 2 il y a 3 jours et d'avoir vu l'intervention de Michel Houellebecq. Il est presque 23h. Vous suivez avec nous cette grande soirée électorale. C'est le moment pour moi de vous rappeler les chiffres de l'élection ce soir. Emmanuel Macron a été élu avec 65,8% des voix face à Marine Le Pen qui obtient 34,2% des suffrages, quasiment 11 millions de voix pour la candidate du Front National. C'est du jamais vu pour le Front National. David, vous allez rejoindre un petit peu plus loin sur notre beau plateau 2 personnalités qui vont
commenter ces résultats. Oui, parce que ce qu'on vient de découvrir, ça nous confirme qu'Emmanuel Macron, il a bien compris le sens des gestes, des mots, des symboliques, et que cette soirée, cette première soirée de président, il l'avait soigneusement étudiée pour délivrer ses messages dans son premier discours, il y a quelques instants dans son deuxième discours, et aussi dans cette arrivée solennelle, seule, pour aller à la rencontre de ses partisans qui l'attendaient. Anne Fulda, on vous a invité parce que vous avez enquêté pendant des mois sur la personnalité d'Emmanuel Macron pour votre livre, Un jeune homme si parfait aux éditions Plomb. Qu'est-ce qui a d'abord retenu votre attention au fil de cette enquête sur celui qui est aujourd'hui le nouveau président de la République ? Alors déjà, ce qui m'a frappé en voyant les images, je voudrais juste faire un petit... C'est que beaucoup ont dit que c'était un peu le fils de Hollande, mais c'est peut-être le fils de François Mitterrand, parce que quel parallélisme avec le Panthéon, l'homme à la rose. Et il y a un parallélisme d'ailleurs de façon assez marquée avec François Mitterrand dans cette trajectoire romanesque en fait d'un jeune homme de province, monté de sa province, d'Amiens, pour venir à Paris, un peu le jeune loup alsacien qui monte à l'assaut de Paris, le goût pour les lettres, l'amour très fort d'une grand-mère qui a été fondamentale, comme pour François Mitterrand. Il y a quelques traits communs entre les deux. Alors vous, dans votre livre, vous insistez sur le besoin de plaire, la soif d'être reconnu et aimé, c'est ce que vous dites. Ça le caractérise, Emmanuel Macron ? Oui, depuis tout petit, en fait. Il a toujours été, déjà enfant, il était celui qui attirait le regard, qui voulait attirer l'attention, qui était attiré par le monde des adultes et qui faisait tout pour être le centre de l'attention. Et qui y parvenait. Et qui y parvenait, oui. Qui parvenait, ça a toujours été, c'est une sorte de wunderkind. Il a toujours été celui qu'on admirait, celui qu'on adulait, que les professeurs remarquaient, que ses amis aussi jalousaient. Donc il a toujours été au centre, comme ça, le centre de l'attention. Alors, besoin de séduire, mais vous dites, c'est un être sans affect. Alors ça, c'est pas moi, c'est 3 personnes qui m'ont dit qu'il y avait un parallèle, d'ailleurs, cette fois, en apparence, avec François Hollande, qui semble être quelqu'un comme ça de très affable, très aimable, qui n'a pas, effectivement, Emmanuel Macron n'a pas cette morgue que peuvent avoir certains énarques, surtout quand ils sont inspecteurs des finances. C'est quelqu'un d'assez direct, etc. Mais en fait, sous cette façade très, très sympathique, très empathique, m'ont dit beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, notamment tout au cours de son parcours à la banque, à l'Élysée. Derrière ça, il y a une détermination farouche. Une détermination farouche. Oui. Et de tous ces éléments que vous avez recueillis sur sa personnalité, quelle conclusion en tirez-vous sur le président qu'il sera ? Attentiste ou volontaire ?